Rebonjour à tous. Alors avant d'attaquer le TD d'application du cours, je vous propose un tout petit complément. J'ai oublié de vous dire une chose dans le cas de l'adhérence de la limite de glissement, à proprement parler. Alors effectivement, quand on est en limite de glissement, on a adhérence, ça veut dire qu'on est à l'équilibre, il n'y a pas de mouvement. Je vous ai dit qu'on pouvait relier la norme de l'effort tangentiel à F, le coefficient de frottement, fois la norme de l'effort normal, comme s'il y avait du glissement. Et il y a un autre point qui est important que j'ai oublié de vous marquer, donc j'en profite. On va pouvoir écrire que que le produit scalaire donc de la composante tangentielle avec donc de 1 sur 2 avec la vitesse au niveau du point de contact de i appartenant à 2 par rapport à 1 est égal, comme précédemment, à moins le produit des normes. Alors, on va réfléchir 2 secondes à ce que j'ai écrit. Alors, j'ai un souci, quelque chose qui me saute aux yeux, là, qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est ce qui est écrit là-haut. C'est que le vecteur vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 0 est nul. Bah oui, puisque je suis toujours dans le cadre de l'adhérence. Je suis à la limite du glissement, mais je ne glisse pas encore. Donc ce vecteur vitesse, a priori, il est nul. Bon, alors, au passage, forcément, si le vecteur vitesse est nul, cette relation est vérifiée, c'est vrai. Mais en fait, quand je vous écris ça, ce vecteur vitesse, c'est pas vraiment le vecteur vitesse. C'est le vecteur vitesse si il y avait du glissement. Je m'explique. Quand on est à la limite du glissement, on sait dans quel sens les choses vont glisser si jamais il y a du glissement. Et du coup, on peut réfléchir à s'il y avait du glissement, si j'allais un tout petit peu plus loin, dans quel sens serait le vecteur vitesse de glissement. Je vous donne un petit exemple, en réutilisant l'exemple précédent. Je vous avais demandé, j'ai fait n'importe quoi, je vous avais demandé tout à l'heure de superposer 2 livres. Donc un livre, un deuxième livre au-dessus, ok. Le livre du haut, je l'appelle 1, et le livre du dessous, je l'appelle 0. Très bien. Et donc, si vous superposez vos 2 livres et que vous vous amusez à les faire tourner, au début, ça ne va pas glisser, ça ne va pas glisser, ça ne va pas glisser. Vous pouvez continuer à faire tourner. Et puis, à un moment, vous allez le sentir en général un tout petit peu avant. Là, vous êtes à la limite du glissement. C'est-à-dire que si j'augmente encore un tout petit peu mon angle, là, ça glisse. Donc là, on va supposer que je suis à la limite du glissement. Ok ? Donc, j'ai mon point I, qui est le point de contact, on va dire, entre mes 2 livres. Je raisonne comme s'il y avait qu'un point de contact. C'est pas le cas, ça change 2-3 bricoles, mais on en reparlera plus tard. On va faire comme s'il y avait un seul point de contact. Si je m'intéresse, je vais le représenter en violet, au vecteur vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 0. D'après vous, donc je tiens mon livre 0, le livre 1, il va bouger comment ? Je vous aide, là je vous fais le vecteur de pesanteur. Alors, normalement, votre livre il va aller vers le bas. Ce qui veut dire que le vecteur vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 0, il sera bien donc inclus dans le plan tangent, le plan qui est représenté en bleu ici, et il ira globalement vers le bas. Ok. Et donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que alors nécessairement, la composante tangentielle de mon action entre 0 et 1, t de 0 sur 1, sera donc dans la même direction et dans le sens opposé à ce vecteur vitesse. Encore une fois, là, je m'intéresse juste avant qu'il y ait du glissement. Donc en pratique, ce vecteur vitesse, il n'existe pas. Bon, de toute façon, un vecteur, ça n'existe pas, mais c'est un autre débat. Mais c'est-à-dire que si jamais mon solide 1 glissait, je sais qu'il glisserait dans cette direction et dans ce sens-là. Donc je peux en déduire que mon effort, juste avant que ça glisse, il va être dans la même direction et dans le sens opposé. Attention, ça marche juste quand on est à la limite du glissement. Quand on n'est pas à la limite du glissement, je vous redis ce que je vous ai dit précédemment, en pratique, je ne peux pas déduire grand-chose de la direction de l'effort tangentiel. J'en sais rien. Par contre, à la limite du glissement, je peux. Donc c'est un point important que j'avais oublié de préciser. Donc maintenant, c'est fait. Ok, alors, partant de là, on va attaquer un premier exercice hyper classique, qui est l'exercice de l'échelle appuyée contre un mur.
Il n'est pas dans votre poly, hein, mais tout le sujet tient là-dessus avec le paramétrage. Donc je me suis dit que c'était pas forcément la peine d'en faire un vrai beau sujet. Donc on a une échelle qui est appuyée sur un mur. Et cette échelle est soumise donc à son poids, et on va même dire, on va supposer hein, que j'ai mis dessus un petit bonhomme, hein, donc là il y a un bonhomme, mon dieu, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui grimpe sur l'échelle, et donc on va avoir le centre de gravité commun de l'échelle et du bonhomme, on va le supposer ici, et donc on va avoir le poids vers le bas, qui va représenter le chargement sur l'échelle. Donc ce poids, hein, c'est le poids de l'échelle, plus le poids du bonhomme qui est dessus. Ok. Et la question que... Alors je vais effacer mon petit dessin. Et la question qu'on peut se poser, c'est, ben tiens, là j'ai représenté une échelle avec un angle à la louche de 30 degrés peut-être. Alors ce que j'appelle l'angle, hein, c'est cet angle-là, que j'appelle alpha. La question que j'ai envie de me poser globalement, c'est, ben, quelle est la valeur max de alpha? Alors je pense que vous sentez qu'il y a une valeur max. Alors là encore, hein, vous pouvez faire le petit TP à la maison, vous prenez un livre, avec plutôt une couverture rigide, pour que ça ressemble un peu plus à un solide, ou n'importe quel solide en fait, et vous le posez en équilibre sur le mur, comme l'échelle. Avec un angle faible, avec un angle de, allez, on va dire 10 degrés. Normalement, votre livre, il devrait tenir en équilibre. Maintenant, vous prenez votre livre, et vous refaites la même expérience, mais vous mettez un angle, allez, on va dire de 60 degrés. Donc c'est-à-dire que votre livre est plus horizontal que vertical. Et normalement, si vous lâchez votre livre, il devrait tomber. Donc ce qui montre bien que pour des faibles valeurs de alpha, on arrive à tenir l'équilibre. Par contre, quand alpha est trop grand, on n'arrive plus à maintenir l'équilibre. Donc probablement, il y a une valeur limite de alpha. Et donc le but de cet exercice, c'est de la trouver. Alors pour ce faire, il y a deux questions. Hein. Première question, ça va être de déterminer les inconnus de liaison. Et la deuxième, en déduire la valeur max de alpha. Ok, alors parlons un peu modélisation et hypothèse. Dans ce sujet, alors on pourrait raisonner en modélisation plane, hein, ça marcherait exactement de la même façon. Bon, j'ai pas spécialement prévu de le faire en modélisation plane, mais on va faire comme si on ne touchait, en tout cas, on va dire comme s'il y avait que la tige, je cherche le terme technique sur une échelle, le bâton quoi, c'est pas le terme, à gauche qui existait, le poteau. Voilà, et donc on va chercher la position d'équilibre de ce poteau. Donc j'ai juste un point d'appui en A et un point d'appui en B. Petite remarque, hein, si je fais de la modélisation pleine, ça revient à peu près à la même chose. Donc je vous présente à droite, à ce niveau-là, un modèle de ce système. Alors j'ai deux classes d'équivalence. J'ai la classe 0, hein, que j'ai représentée en noir, qui va représenter mon bâti, et ça représente donc à la fois le mur et le sol. Je vous laisse vous convaincre hein, que chez vous, le sol n'a pas de mouvement relatif par rapport à votre mur, normalement. Et après, on a une deuxième classe d'équivalence qui va correspondre à l'échelle. Et donc cette échelle est en contact avec le sol au niveau du point A et en contact avec le mur au niveau du point B. Ces contacts, je les ai supposés ponctuels, et du coup, j'ai modélisé à chaque fois mes contacts par des sphères plans. Alors pas avec la même normale, hein. Ici, j'ai défini du paramétrage, donc j'ai mon poids qui est orienté vers le bas. Le vecteur AB, c'est grand L porté par Y1. Et le vecteur AG, c'est petit h porté par Y1. J'ai deux bases, et je vous ai même fait la figure de changement de base pour gagner un peu de temps. Ok, bon, c'est parti. On veut déterminer les inconnus de liaison. Donc là, pour l'instant, c'est un simple exercice de statique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va le faire dans l'ordre. Première étape d'un exercice de statique, on fait un graphe de structure. Alors je vous rappelle qu'un graphe de structure, c'est d'abord un graphe de liaison sur lequel on vient rajouter les informations de chargement. Donc pour faire mon graphe de liaison, il faut repérer les classes d'équivalence. Combien j'en ai? J'en ai que deux, j'ai 0 et 1. Je vous ai dit, hein, c'est pas un exercice, c'est pas le plus dur qu'on ait fait d'un point de vue statique. Et maintenant, entre 0 et 1, j'ai combien de liaisons? J'en ai deux, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Donc je vais avoir deux liaisons en parallèle. Et au passage, 0, c'est le bâti. Alors la première, qu'est-ce que c'est? Ça va être une liaison sphère-plan de normale à Y. Ok, donc ça c'est celle en A. Et je vais avoir une sphère-plan
de normale Bx. Alors attention, je l'ai lu un tout petit peu vite le sujet. Il y a des hypothèses ici qui sont intéressantes. Donc là, on nous dit que la liaison en B, elle est parfaite. Et on nous dit par contre que la liaison en A est avec frottement et on nous donne le coefficient de frottement. Ok, donc ça va être important tout à l'heure hein, pour écrire les torseurs d'action mécanique. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est simplement un graphe de liaison. Si je veux le transformer en graphe de structure, il faut que je rajoute les informations de chargement. Donc qu'est-ce que j'ai comme chargement? J'ai le poids là, qui s'applique au niveau du point G. Et qui s'applique donc sur ma pièce 1. Donc voilà, là j'ai le poids qui s'applique à ce niveau-là. Ok. Donc là c'est bon, j'ai fait mon graphe de liaison. Alors ensuite on me demande de déterminer les inconnus de liaison, pas de souci. Bon bah du coup, j'ai deux liaisons, il me reste du coup à déterminer toutes ces inconnues. Donc je vais devoir déjà choisir ce que j'isole. Alors là j'ai pas trop le choix. J'ai deux classes d'équivalence, 0 et 1. Oui mais attention, 0 c'est le bâti, donc j'ai pas le droit d'isoler 0. Bon bah par conséquent, qu'est-ce que j'isole? Forcément 1. Et donc là en isolant 1, j'intersecte 3 traits. Donc du coup, dans mon inventaire des actions mécaniques, j'aurai 3 actions mécaniques. Alors c'est parti, on le rédige bien tant qu'à y être, on isole 1, on fait l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Alors, je vous propose de commencer par l'action mécanique de la Terre sur le solide 1, mon chargement. Donc P, là c'est un glisseur, donc ça se modélise là par, enfin c'est une force qui s'applique au point G. Donc dit différemment, c'est un glisseur dont le moment est nul au niveau du point G. Donc déjà, si je raisonne au niveau du point G, je sais que j'ai un moment qui va être nul. Ensuite, ma résultante, P, on me dit que c'est du moins P porté par Y. Donc tant qu'à y être, je vais choisir une base pour exprimer mon torseur, dans lequel je fais apparaître Y. Donc du coup, je vais l'exprimer dans la base petit b, et ça va me donner du 0 moins P, 0. Ok. Ça, c'est pour le torseur d'action mécanique associé au chargement. Ensuite, j'ai le torseur d'action mécanique de 0 sur 1, que je vais appeler petit b. Alors petit b, c'est celui qui va correspondre à la sphère plan en B. Donc là, on sait que c'est une liaison parfaite, c'est une sphère plan d'axe BX. Bon, bah là encore, si vous connaissez bien votre tableau de liaison parfaite, si je l'exprime sur un point de la normale et au passage sur la droite BX, le seul point que je connais, c'est le point B, donc naturellement, je vais l'exprimer en B. La normale étant suivant X, là encore, je vais plutôt choisir une base qui me fait apparaître le vecteur X. Donc du coup, je vais choisir la base B. Ok, donc vu que j'ai exprimé mon torseur au point B, c'est un point qui appartient à la normale de ma sphère plan, donc je sais que le moment va être nul. Ensuite, ma résultante, elle est portée par la normale, vu que la liaison est parfaite. Donc je vais avoir du x petit b, je vais l'appeler, et rien sur y et z. Ok. Alors, le torseur d'action mécanique de 0 sur 1 petit a. Alors là, qu'est-ce que je sais sur cette liaison? C'est une sphère plan en A avec du frottement. Ok. Donc il y a du frottement, très bien, mais ça reste quand même une sphère plan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon action mécanique va transiter par un point. En gros, mon action mécanique, ça va être une force. Donc si je raisonne au niveau du point d'application de la force, je sais que le moment va être nul. Et quel est le point d'application de la force entre 0 et 1 par la liaison en A? C'est ce point-là, c'est le point A. Donc par conséquent, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que le moment est nul si je raisonne en A. Ensuite, là j'ai une sphère plan de normale Y. Et il y a du frottement, donc on va appliquer l'approche de Coulomb, et on sait qu'on doit parler de composantes normales au contact et tangentielles au contact. Vu que la normale est suivant Y, assez naturellement, je vais l'exprimer dans une base qui fait apparaître Y, c'est-à-dire la base petit b.
Et du coup, de façon générique, on va dire, je pourrais avoir donc, une composante normale, ça j'en suis sûr, YA, et après des composantes, pourquoi pas, suivant X et Z. Alors, je vous laisse vous convaincre tout de suite que la composante en Z, la composante en Z, elle est nulle. Pourquoi? Parce que quand je vais écrire mon théorème de la résultante statique suivant Z, on va avoir 0 plus ZA est égal à 0. Bon. Donc du coup, je vais raisonner directement, on va dire, dans le plan, comme si je faisais de la modélisation pleine, et je vais pouvoir mettre un 0 ici. Sinon, il suffit juste d'écrire le théorème de la résultante statique suivant Z. Ok. Alors, combien j'ai d'inconnus de liaison? J'ai XB, XA, YA. Ok. Petite remarque, si, vu que je suis quasiment en train de le faire, si je raisonne en modélisation plane, vu que le plan de ma figure, c'est XY, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit aux résultantes dans le plan, donc j'ai pas de résultante suivant Z, ça tombe bien, j'avais déjà des zéros, et j'ai le droit qu'au moment suivant la normale au plan, donc qu'au moment suivant Z, et j'ai pas le droit aux résultants au moment suivant X et Y. Encore une fois, c'est juste pour vous sensibiliser au fait que dans cet exercice, de le faire en modélisation plane ou pas, ça change pas grand chose, mis à part le ZA, mais c'était trivial. Ok. Donc, combien j'ai d'inconnus? J'ai 3 inconnus à disposition. Combien je peux écrire d'équations? Si je raisonne en modélisation plane, mais sinon ça me fera du 0 est égal à 0, je peux écrire en fait que 3 équations intéressantes. Théorème de la résultante statique suivant X et Y, et théorème du moment suivant Z. Mais du coup, a priori, c'est bon. Mon problème est isostatique, je vais pouvoir m'en sortir. Donc c'est parti, on va écrire les équations du PFS. Donc théorème de la résultante statique suivant X, pour commencer. Alors du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner... Alors attendez, je vais effacer... Tac, tac, tac. Théorème de la résultante statique suivant X, ça va me donner 0 plus XB plus XA est égal à 0. C'est-à-dire, a priori, que XB est égal à moins XA. Ensuite, on peut faire le théorème de la résultante statique suivant Y. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Hop, hop, hop. Il va me donner que moins P plus 0 plus YA est égal à 0. Donc moins P plus 0 moins YA. Qu'est-ce que j'écris là? Bon, en gros, P égale YA. Si on fait passer les termes du bon côté. Alors, juste petite remarque, tant que je fais les théorèmes de la résultante statique, c'est pas bien grave si j'ai pas exprimé mes torseurs au même point. Par contre, là, pour écrire un théorème du moment statique, il va falloir que j'exprime tous mes torseurs au même point. Je vous rappelle que le théorème de la résultante statique, il dépend pas du point. Donc si vous utilisez que des équations du théorème de la résultante statique, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à déplacer vos torseurs. Alors maintenant, il va falloir du coup calculer nos moments en un point. Alors, qu'est-ce que j'ai comme point potentiel? J'ai A, B et G. Alors juste, pour fixer les idées, je vais représenter mes actions mécaniques. Donc là, j'ai mon XB. Là, j'ai mon YA. Et là, j'ai mon XA, a priori. Ça me permet, juste le fait de dessiner ces actions mécaniques, ça me permet de savoir quelle action mécanique va me générer un moment autour de quel point. Le truc, c'est que alors donc, il n'y a pas de mauvais choix, vraiment à proprement parler. Vu que c'est isostatique, tout va marcher. Si j'exprime mes torseurs au point G, il faut que je déplace ce torseur d'action mécanique, il faut que je déplace ce torseur d'action mécanique. Ok, celui-là, il n'est pas très compliqué. Par contre, celui-là, il est un peu plus pénible, puisque j'ai 2 composantes. Donc, il y aura 2 produits vectoriels à écrire. Idem si je fais le calcul au point B. Par contre, si je fais le calcul au point A, j'aurai juste à déplacer ce torseur-là et ce torseur-là. Enfin, l'action mécanique associée à cette force-là et l'action mécanique associée à cette force-là. Bon, donc ça minimise un tout petit peu le calcul, ce qui fait que, étant un bon feignant en calcul, je vais faire mon théorème du moment statique en A suivant Z. Du coup, je vais devoir écrire mes torseurs au point A.
C'est parti. On va commencer par le poids. Donc pour la résultante, ça ne change rien. Pour le moment, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vous propose de raisonner, hein, vu que c'est un problème plan et facile, avec le bras de levier, etc., pour vous habituer. Donc je m'intéresse au moment de l'action mécanique en A de cette force. Première question, cette force, elle me donne envie de tourner autour de Z par rapport au point A. Si vous fixez le point A et que vous appliquez la force, je pense que vous voyez bien que ça me donne envie de tourner autour de Z, autour de AZ dans ce sens-là. Donc je vais bien avoir un moment suivant Z, pas de souci. Et ce sens-là de rotation, hein, c'est le sens positif, c'est le sens qui va de X vers Y. Donc déjà, je sais que j'aurai un résultat positif. Ensuite, ça va être force fois bras de levier. Bon, bah ma force, elle vaut P. Et mon bras de levier, donc je vous rappelle, hein, c'est la distance entre la droite support de ma force et le point où je calcule le moment. Donc c'est la distance que je représente ici. Alors là, en faisant un tout petit peu de trigo, je vous rappelle que notre angle, c'est alpha, l'angle qui est à ce niveau-là. En faisant un tout petit peu de trigo, si je dis pas de bêtises, ça doit être du AG sinus alpha. Donc petit h sinus alpha. Donc P, hein, je n'écris pas le plus, PH sinus alpha. Ok, et je vous laisse vous convaincre que les autres composantes sont nulles. Donc ça, c'est au point A dans la base petit b. Et donc pour le torseur d'action mécanique, cette fois-ci de 0 sur 1 petit b, donc associé à la sphère plan en B, donc on va avoir la résultante qui ne bouge pas. Et en moment de même, on va avoir qu'un moment suivant Z, hein, je vous laisse vous en convaincre. Même méthode, donc cette fois-ci, cette force-là, XB, que j'ai définie a priori positive. Par rapport au point A, elle va me donner envie de tourner dans ce sens-là. Ce sens-là, par contre, c'est le sens négatif, puisque je vais de Y vers X. Donc déjà, je sais que mon résultat, il sera avec un signe moins. Et ensuite, c'est la force, XB, fois le bras de levier. Et que vaut le bras de levier? Que vaut cette distance? Donc là encore, c'est juste un peu de trigo. Et je vous laisse vous convaincre que ça vaut L cosinus alpha. Moins XB, L cosinus alpha. Au point A, dans la base petit b. Ok. Alors, je vais juste, pour pas trop alourdir, effacer ça. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai écrit mes 3 torseurs au point A. Donc mon théorème du moment statique en A suivant Z, je vais utiliser donc ça fait 0, moins XB L cos alpha, plus PH sinus alpha est égal à 0. Donc, en d'autres termes, PH sinus alpha est égal à est égal à XB L cos alpha. Je peux l'écrire par exemple sous cette forme-là. Alors du coup, là c'est bon, hein, j'ai gagné, puisque à partir de P, je peux déterminer YA. J'ai gagné, ouais. À partir de P, je peux déterminer YA. À partir de P, je peux déterminer XB. Et connaissant XB, j'en déduis XA. Donc c'est bon, je peux résoudre mon problème. Donc là, il ne me reste plus pour vraiment répondre à la question. Donc à écrire YA égale P. Hop, ça c'est bon. XB est égal, donc j'isole dans la dernière équation, ça va me faire du PH sur L tangente alpha. Ok, et XA c'est moins XB, donc XA ça va être du moins PH sur L tangente alpha. Ok, donc là, a priori, j'ai répondu à la première question, c'était un simple exercice de statique plutôt tranquille. Maintenant, on va passer à la question 2, la question un peu plus intéressante avec le cours d'aujourd'hui, en déduire la valeur max de alpha. Ok. Là, pour l'instant, alpha, il vaut ce qu'il vaut, hein, on sait pas trop. Là, moi, ce qui m'interpelle dans la question, on me parle de valeur maximale de alpha.
Dans la notion de maximale, il y a la notion un peu de cas limite. Ça veut dire que si alpha est plus grand, ça marche pas bien. Alors je vais essayer de vous l'écrire un tout petit peu plus formellement. Alors je mets des gros guillemets à formel. Dans la question 2, c'est-à-dire qu'on cherche alpha égale alpha max tel que on soit à l'équilibre. Donc tel qu'on ait quand même l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends alpha qui est égal à alpha max plus un petit epsilon un poil plus grand, et bien d'un coup, on va plus être à l'équilibre, il va y avoir du glissement. Est-ce que ça vous rappelle rien, ça? Ça devrait vous rappeler, normalement, dont on vient de parler, cette histoire-là avec les deux bouquins, où je vous ai dit, tiens, si on l'incline un peu plus, d'un coup, enfin voilà, ce côté limite de glissement, il va y avoir une valeur limite de l'angle, au-delà de laquelle ça va glisser. Donc là, on est typiquement dans une configuration, en fait, où, quand on est à alpha qui est égal à alpha max, on va être en limite de glissement. Ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'un coup, ça va nous rajouter une équation de plus. Ça va nous rajouter quelle équation? Eh bien, on sait, donc de ça, on peut en déduire, notamment, que la norme... Alors, je le mets en valeur absolue, on réfléchira au signe après. Hein, que la valeur absolue de xa doit être égale à f, mon coefficient de frottement, fois la valeur absolue de ya. Alors juste, je vous rappelle, ce que j'avais dit dans le cours, c'était la valeur absolue de l'effort tangentiel est égale à f fois la valeur absolue de l'effort normal. Et je vous laisse vous convaincre que ya, dans mon contactant A, c'est bien l'effort normal, et xa, c'est bien l'effort tangentiel. Ok. Et bien du coup, avec cette relation, je peux en déduire plein de choses. Puisque, par exemple, alors je vais numéroter les équations. 1, 2, 3, 4, du coup, j'ai une nouvelle équation. Si j'injecte 4 dans l'équation... Alors, attendez que je ne dise pas une bêtise. Si j'injecte 4 dans les 4 et 1 dans l'équation 3. Alors, pourquoi 4 et 1? Non, attendez, non, on va le faire étape, on va pas tout mélanger. Alors, si j'injecte 1 dans l'équation 4, qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me dire que xa, c'est égal à f fois ya, norme de ya, mais la valeur absolue de ya, c'est la valeur absolue de p. Donc là, globalement, ce que je suis en train de dire, c'est que je peux relier xa à p. Et du coup, maintenant, si j'injecte cette nouvelle équation dans la relation 3, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que f... Alors, je passe tout en valeur absolue, hein, donc je vais utiliser que des signes positifs. Donc, ça va me faire du fp est égal à p h sur l tangente alpha. Alors, cette relation, elle est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Premièrement, il y a du p à gauche et il y a du p à droite du signe égal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir simplifier par p. Bon, jusque-là, hein, je pense que vous avez fait des choses plus compliquées que ça en termes d'équation. Mais c'est quand même rigolo. Ça veut dire que l'angle limite que fait l'échelle ne dépend pas du poids de la personne qui est sur l'échelle. Donc, avec mon modèle, hein, un peu simple, mais qui est quand même pas idiot, on mette un petit enfant, alors le centre de gravité est au même endroit, hein, mais que je mette un petit enfant ou que je mette Arnold Schwarzenegger, ceci est Arnold Schwarzenegger, ok. En pratique, ça ne va rien changer à l'équilibre, à l'angle limite que fait mon échelle. C'est peut-être pas si intuitif que ça, moi je trouve, moi je sais que ça m'avait un peu surpris comme résultat. Et du coup, on en déduit que tangente alpha, alors du coup, là je suis dans alpha limite, hein, alpha max, pardon. Donc tangente alpha max est égale à, alors, fl sur h, et donc alpha max est égal à tangente moins 1 de fl sur h. Donc voilà, donc là on vient de trouver l'angle max. Alors d'ailleurs au passage, si vous voulez vous amuser
à faire des petits TP de SI à la maison, et que vous vous posez des questions sur les applications numériques de F, vous pouvez utiliser ce genre d'approche pour essayer de déterminer F. C'est-à-dire que si on fait l'inverse, c'est juste une petite parenthèse, hein, mais si on fait l'inverse, on peut tirer de cette équation que F est égal à donc H tangente alpha max sur L. Donc vous prenez votre bouquin, qui a une hauteur que vous pouvez mesurer à la règle. On peut supposer que le centre de gravité de votre livre, il est à la mi-hauteur, donc H c'est L sur 2. Et vous inclinez petit à petit votre livre jusqu'à ce qu'il glisse. Bon, vous vous remettez un tout petit peu avant, vous mesurez la valeur de alpha max, et du coup, vous pouvez en déduire le coefficient de frottement. Voilà, il y a plein de façons de faire, hein, mais c'est juste une façon de trouver un ordre de grandeur rapidement d'un coefficient de frottement, ça peut marcher. Petite remarque, là, il y a juste un petit souci, hein, c'est que j'ai supposé qu'il n'y avait pas de glissement au niveau du mur. Donc, faites plus ça sur une vitre que sur un mur, ça marchera mieux. Mais en termes d'ordre de grandeur, vous devriez être pas complètement dans les choux. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Ok, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'est mis en limite de glissement. On a utilisé la relation sur la valeur sur la norme, on va dire, de l'effort normal et de l'effort tangentiel en limite de glissement. Et du coup, on a pu trouver la valeur limite de alpha. Et ce qui est très rigolo, c'est quand même cette valeur de alpha ne dépend pas. Elle ne dépend pas du tout de la masse et donc en gros de la longueur de la flèche P. Ça veut dire que j'ai ce problème ou que j'ai ce problème avec une grosse force, en fait ça ne change rien. Par contre, ça dépend de H. Ça veut dire que j'ai le point G à ce niveau-là, ou que j'ai le point G par exemple ici, là ça changera quelque chose. Alors, vous pouvez essayer de réfléchir, hein, essayer de bosser un peu votre intuition. D'après vous, quel est le pire des cas ? Est-ce que le pire des cas, c'est quand je suis en bas de l'échelle ou quand je suis en haut de l'échelle ? En d'autres termes, le pire des cas, c'est quand le point G, c'est le point rouge que je vais appeler G1, ou quand le point G, c'est le point rouge que je vais appeler G2. Je vous laisse réfléchir en termes d'intuition. Au passage, hein, vous avez la formule qui vous donne la réponse juste en dessous, hein, puisque vous connaissez alpha max en fonction de H. Ok, alors, là on vient de faire une résolution purement analytique, et je vous propose d'essayer de sentir un peu le truc graphiquement avec les histoires de cônes de frottement, etc. etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon schéma cinématique. Copier. Coller. Ok. On l'agrandit, n'ayons peur de rien. Ok, c'est impressionnant. Ah tiens, si, avant ça, un autre résultat que j'ai... Ouais, avant ça, un autre résultat qui est intéressant aussi à noter. Donc P est quelque chose de positif, hein, puisque je vous rappelle, si vous reprenez ici, j'ai défini mon vecteur poids comme étant moins P porté par Y. Ça veut dire que la valeur scalaire P, c'est-à-dire que la valeur scalaire P, ça, c'est positif. Et moins P, c'est négatif. Ok. Donc partant de là, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, si P est positif, on en déduit que XA, lui, quand on est à la limite du XA, il va être négatif. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je voulais représenter XA positivement, comment serait mon vecteur XA ? Il serait... Juste... Tac. Mon vecteur XA, il serait vers la gauche. Alors, est-ce que ça vous semble logique que XA soit vers la gauche ? Alors, autant on pouvait pas forcément s'y attendre, même si un petit peu quand même, quand on n'était pas à la limite du glissement, mais si on est à la limite du glissement, on aurait pu intuiter ce résultat. Pourquoi ? Grâce au petit bout de cours que je vous ai rattrapé juste à la fin, à savoir que
l'action mécanique de 1 sur 2 produit scalaire la vitesse du point de contact de 2 par rapport à 1, ça doit être quelque chose de négatif. Donc on va avoir la même direction, enfin, ça va être le produit des normes avec un signe moins. Donc ça veut dire que notre vecteur vitesse, si jamais ça glissait, et notre vecteur effort, donc de 1 sur 2, doivent être de même direction, mais de sens opposé. Alors attention, hein, de sens opposé, vous pouvez noter, hein. Vous voyez bien, là j'ai du 1 sur 2, et là je m'intéresse à la vitesse de 2 par rapport à 1. C'est pareil pour le glissement. Ce qui est caché derrière, encore une fois, c'est une histoire de puissance. Ce que je dis, c'est que la puissance dissipée par mon frottement doit être négative. En gros, je ne peux pas créer de l'énergie avec du frottement. Ça revient à dire ça. Enfin, je ne peux pas créer d'énergie mécanique avec du frottement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'aspect énergétique tout de suite. Donc, du coup, partant de là, comment est le vecteur vitesse si jamais on est à la limite du glissement? Si jamais ça se met à glisser, comment est le vecteur vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0? Si mon échelle glisse, encore une fois, vous avez normalement déjà plusieurs fois fait glisser votre bouquin, donc vous voyez un peu la cinématique, vous voyez comment ça bouge. Mon point A, il va s'éloigner du mur, il va partir vers la droite. Donc là, il sera là, mon vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Et donc par conséquent, on voit bien que oui, mon effort tangentiel, il a tendance à s'opposer au mouvement, donc c'est assez logique qu'il soit à gauche. Attention, encore une fois, ça c'est un raisonnement qu'on peut avoir qu'à la limite du glissement. Sinon, c'est faux. Ok, très bien. Du coup, je vais repartir de ce schéma cinématique plutôt pour réfléchir, ce sera plus marrant. Alors presque, je vais juste rajouter le poids qui a disparu, je ne sais pas quand. P. Oh, P. Alors, c'est parti. On prend tout ça. Copier. Coller. Ok, c'est pas un grand dessin pour avoir bien la place de réfléchir ensemble. Ça rentre dans une page, c'est parfait. Je ne sais pas si certaines personnes y avaient pensé, mais quand je regarde le graphe de liaison, vous pensez quoi de mon solide 1? Qu'est-ce qu'il a de remarquable? C'est un système qui est soumis à 3 actions mécaniques. Absolument, bien joué. Et qu'est-ce qu'elles ont de remarquable, ces actions mécaniques? C'est 3 glisseurs. Donc là, en fait, j'ai un système qui est soumis à 3 glisseurs. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas un théorème qu'on utilise souvent, et c'est notamment juste un théorème qu'on va un petit peu utiliser quand on raisonne avec les mains graphiquement, pour sentir les choses. Donc là, mon échelle 1, c'est un système soumis à 3 glisseurs. Donc je vais pouvoir appliquer le fameux théorème du système soumis à 3 glisseurs. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que racontait ce théorème? Il nous disait que les 3 droits de support des forces, ou dit différemment les 3 axes centraux des glisseurs, sont nécessairement parallèles ou coïncidents. Bon, là, c'est mal parti pour le parallèle, hein, puisque j'ai le poids qui est porté par Y, et j'ai cet effort-là qui est porté par X. Mais par contre, je sais que ces droits de support doivent être coïncidentes. Du coup, ce que je vous propose, c'est de tracer les droits de support. Donc, je vais avoir la droite associée au poids, un tout petit peu décalé. Ok, donc ça, c'est la droite associée au poids. J'ai la droite associée à mon effort en B. Okay, pareil, je vais un tout petit peu la remonter, très bien. Et donc, qu'est-ce que je sais d'après ce théorème? Je sais nécessairement que la 3e droite de support, elle passe par mon point d'application, donc le point A, et elle doit passer par l'intersection des 2 autres droites. Voilà, donc là, j'ai... ok, on est pas mal. Ça va être ma 3e droite de support. Bon, là, j'ai quasiment gagné. Maintenant, je sais, du coup, comment est mon effort en A. Donc, je peux en déduire. Par conséquent, c'est vrai que j'ai peut-être fait des traits un peu gras. Alors, 2 secondes. Tac. Ouais, c'est gras quand même.
Les joies du direct. Ok. Donc, je connais mon effort normal. Mon effort normal, il est lié directement à P. Et je sais que la droite support de mon effort en A, c'est la droite grise. Donc, par conséquent, je peux tracer directement cette force-là qui va représenter, on va dire, la résultante de 0 sur 1. Et là, j'ai bien ma projection suivant la normale au contact qui va me donner YA, et donc la projection dans le plan tangent qui va me donner XA. Voilà, et là, j'ai la vraie taille de XA. Donc c'est quand même super puissant. Hein. YA, j'ai trouvé son expression en fonction de P, et du coup, là, graphiquement, je peux trouver la valeur de XA. Ok. Petite remarque, hein, je vous laisse vous convaincre que du coup, en fait, quel que soit l'angle alpha, XA sera nécessairement vers la gauche, puisque le point G, il sera toujours à gauche du point A. Première remarque. Deuxième remarque, maintenant, on va pouvoir commencer à réfléchir à cette histoire de alpha max. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Alors, je vais dessiner en vert. Je vais dessiner en vert mon cône de frottement. Est-ce que je me suis pas planté? Ça doit être ça. Ok, donc là, on va dire que c'est mon cône de frottement. Première question que je vous pose, hein, donc vous me répondez pas, mais prenez l'effort d'y réfléchir. Première question que je vous pose, là, est-ce que je suis à la limite du glissement, oui ou non, dans la configuration que j'ai dessinée? Eh ben non, je ne suis pas à la limite du glissement. Pourquoi? Parce que quand je suis à la limite du glissement, je sais forcément que ma force, je vais peut-être la représenter en... Je vais la représenter en... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je la représente en bleu. Ma force, là, qui est ici, elle doit être sur le cône de frottement. Mais là, elle n'est pas sur le cône de frottement, elle est à l'intérieur. Et si elle est à l'intérieur, on est nécessairement en adhérence, mais pas dans le cas limite. Encore une fois, quand on est sur le cône, soit on est en train de glisser, soit on est dans le cas limite. Quand on est à l'intérieur, on est forcément, à l'intérieur strictement, hein, j'entends, on est forcément dans le cas de l'adhérence. Donc là, du coup, déjà, je sais premièrement que je suis dans le cadre de l'adhérence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mon angle alpha? Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente mon angle alpha? Alors, comment je vais faire ça? Ça va être galère. Je vais vous refaire un petit dessin en dessous. Alors, je vais faire 2-3... Alors, si j'augmente mon angle alpha, qu'est-ce qui va se passer? Mon poids, ça sera toujours le même. Ça, c'est pas un souci. Donc, YA fera toujours la même hauteur, hein, cette flèche-là. Ok? Mais si j'augmente mon angle alpha, ce qui va se passer, c'est que mon point de contact, le point A, il va se déplacer vers la droite. Par exemple, il va être ici. Et mon point B, il va descendre un petit peu. On va supposer qu'il est là. Encore une fois, il faudrait faire ça proprement avec des règles. Et donc maintenant, si je m'amuse à retracer et mon point G, il va être entre les deux. Bon, on va supposer qu'il est par là. Ouais, c'est un peu dégueu ce que je fais. Je réfléchis juste si je peux pas le faire plus facilement sans tout dégueulasser. Non, bah, vous savez quoi, je vais faire un copier-coller pour pas trop alourdir. Copier, coller, et on va travailler dessus. L'idée, c'est que comme ça, au moins, j'aurai les bonnes dimensions. Alors, on va faire un tout petit peu de ménage. Le vecteur, tous les vecteurs, on dégage. P, etc., on garde. Ça, je dégage. Ça, je dégage. XB, sa valeur va changer. Mon cône de frottement, j'aimerais bien le garder. Je sais pas trop comment je vais faire. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est ça. Bon, si c'est trop compliqué. Ouf, oh là là. J'ai l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Ok. Donc là, on va dire que j'ai plus ou moins avec brio. Faut s'encourager. Hein. Ouais, j'ai réussi à augmenter mon angle alpha. Là, je suis plus penché. Alors le point G, hein, si je dis pas de bêtises, il était à peu près...
Le point G, si je dis pas de bêtises, il était à peu près au milieu de ma feuille. Et donc toute cette partie-là, hop, je le translate ici. Sauf ça qui dégage. Ça. Voilà, je vais effacer un peu tous ces trucs-là. Et on va refaire un peu le point. Ok. Donc mon point A, il s'est décalé. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est que alors, mon effort, mon poids, lui, il n'a pas spécialement changé. Ma droite de contact associée à mon effort XB, elle s'est un petit peu abaissée, on va dire, mais j'ai toujours cette droite de contact-là. Ok. Je vais la faire un poil plus fine pour qu'on voit la force. J'ai toujours ma droite de contact associée au poids qui passe par P et donc la droite... Alors, attendez... voilà, donc ça c'est toujours ma droite de contact associée à mon poids. Et donc nécessairement, au niveau de mon point A, je sais que, l'action mécanique qui passe par mon point A, vu que j'ai un système soumis à 3 glisseurs, je devrais aussi passer par ce point ici. Donc par conséquent, je connais l'inclinaison de ma force. Ok. Alors, hop, je fais un tout petit peu de ménage encore. Hop, très bien. Donc j'ai toujours ma composante normale, j'ai réussi à la garder, qui fait la même taille. Et ma composante, donc là, par conséquent, j'ai ma résultante qui est comme ceci. Donc là, ce que j'ai tracé ici, c'est ce que j'avais tracé en bleu tout à l'heure. Donc je vais le refaire en bleu. Ça correspond à la résultante de 0 sur 1. Et donc j'ai aussi au passage la composante tangentielle que je peux déterminer. Je vous laisse vous convaincre. Alors j'ai essayé de faire ça en gardant les mêmes échelles exprès. Je vous laisse vous convaincre que mon effort bleu, là la flèche qui est en bleu ici, elle est plus proche de la verticale dans cette configuration que dans celle-ci. Et plus je vais pencher mon échelle, plus la droite support va se rapprocher de mon cône. Et à un moment, ma droite support, elle sera sur mon cône. Et là, je serai pile poil à l'équilibre. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si jamais j'augmente encore un petit peu la valeur de alpha? Allez, je vous propose un dernier essai. Maintenant, je vais vraiment un peu plus coucher l'échelle. Donc là, je suis encore en équilibre. Je me suis rapproché du cas limite, puisque la flèche bleue est plus proche, dans le deuxième cas, de mon cône de frottement que dans le premier. Et maintenant, si je penche encore plus l'échelle, alors, on va commencer par refaire un peu le ménage. Je garde juste cette flèche. Pas facile, donc, on va recommencer. Alors ça, je dégage. Ok. Donc, si je penche franchement plus l'échelle, par exemple, comme ceci. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais essayer de tout replacer au bon endroit. Le point G, il est à peu près au milieu, on va dire que c'est là. On va dire que c'est à peu près là. Encore une fois, c'est une vue de principe. On pourrait faire ça plus proprement, mais je vous avoue que c'est déjà pas évident. Bon. Je refais le petit dessin et on va se refaire la construction ensemble. Le point G, mon effort P. Donc mon point A maintenant il est là. Raté. J'essaie de garder la même. J'essaye comme je peux. Ok, très bien. Et puis ça. Aussi, on va le déplacer. Ok, voilà. Donc là, je me mets dans cette configuration et on refait encore une fois le même raisonnement. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive dans ce genre de configuration? Donc, si je trace ma droite de contact associée à XB, je trace juste les droites de contact. Je pense que vous avez excusez-moi, pas les droites de contact, les droites support de mes actions mécaniques.
Donc ça, c'est celle associée à XB. Là, j'ai celle associée au poids. Et du coup, si j'étais à l'équilibre, il faudrait nécessairement que celle qui passe par le point A, elle intersecte ici. Mais là, est-ce que vous voyez le problème ? Le problème, c'est que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que j'ai pas 15 000 possibilités. Soit je suis à l'équilibre, donc du coup j'ai de l'adhérence, soit j'ai du glissement. Et si je glisse, je sais que forcément, mon effort, il est sur le cône de frottement. Donc ça veut dire que ma droite de contact, elle est nécessairement sur le cône. Et là, ce qui est flagrant, c'est que mes trois droites, j'arrive pas à les intersecter en un seul point. Donc vu que j'arrive pas à les intersecter en un seul point, je sais que je ne suis pas à l'équilibre. C'est juste pas possible. Mon système soumis à trois glisseurs, si mes trois droites support ne s'intersectent pas en un seul point, forcément, c'est que je ne suis pas à l'équilibre. Voilà, donc là c'est pour ça que si vous mettez votre échelle ou votre bouquin pour essayer avec un angle trop faible, avec un angle alpha trop important, je vous rappelle alpha, il est là, trop important, vous ne pourrez pas partir de l'équilibre. En gros, dès que l'angle alpha est tel que notre droite support, si elle est notre droite support associée à l'action mécanique de 0 sur 1, si elle est, que je trace en bleu là, R0 sur 1, petit a, si quand elle est sur le cône de frottement, elle ne permet plus d'intersecter les deux autres, d'intersecter au même point que les deux autres droites support des forces, par conséquent, je sais que je suis nécessairement pas en statique, puisque, a priori, ce théorème, on l'a pas démontré, mais il est démontrable sans trop de difficultés. En tout cas, je vous l'ai donné. Donc, là, je suis encore en statique, puisque je peux intersecter en un point ce point-là, tout en restant à l'intérieur de mon cône de frottement. Il y a une valeur d'angle alpha limite où je suis pile poil sur le cône de frottement. Au passage, c'est celle qu'on a trouvée à ce niveau-là. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Et après, si alpha est trop grand, vu que ma force associée à mon frottement là est nécessairement sur le cône de frottement, si je peux plus intersecter en un seul point, c'est que je suis plus à l'équilibre. Alors, dernier point, je vous avais demandé de réfléchir au niveau intuition à l'effet de la position du centre de gravité entre G1 et G2. Qu'est-ce qui se passe si je fais monter mon centre de gravité sur l'échelle ? Alors, il y a la réponse analytique, mais pareil, je vous propose sur cette figure, par exemple, qu'on y réfléchisse géométriquement. Là, si je prends mon point G et que je le décale, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je ne vais pas déplacer la croix parce que je vais galérer à la déplacer. Ok, j'ai dû prendre juste ce que je veux. Donc là, si je déplace vers le haut mon centre de gravité, vous pouvez voir que ma droite support va se décaler vers la gauche. Et du coup, je peux trouver, on va dire, pour un angle alpha donné, donc là j'ai un angle alpha qui vaut ce qui vaut, une valeur maximale de hauteur, par exemple, qui ne doit pas être très loin de là, à mon avis. Et maintenant, je sais que du coup, ma deuxième droite support, elle doit nécessairement passer par ce point. Et là, vous pouvez noter que ma droite support, elle s'est légèrement encore éloignée de la normale. Donc là, je suis encore dans le cône de frottement, donc je suis encore à l'équilibre. Mais je peux continuer de me déplacer tranquillement. Voilà, si je me déplace, allez, on va dire, par exemple, par ici. À mon avis, là, on va commencer à être pas mal. Voilà, là, je suis vraiment pas loin d'être sur le cône. Donc, pour un alpha donné, il y a une hauteur maximale. Si vous montez au-dessus, ça se passera pas bien. Petite remarque, si votre... Je vous laisse vous convaincre, mais c'est pareil, c'est que de la géométrie, que si votre angle alpha, il est plus petit que votre angle phi, vous pouvez monter jusqu'en haut de l'échelle, il n'y aura jamais de problème. Par contre, dès que alpha est supérieur à phi, dans ces considérations, il ne faudra surtout pas monter jusqu'en haut de l'échelle. Potentiellement, ça pourra assez mal se passer. Voilà. Donc là, c'est typiquement tout ce genre de raisonnement qu'on va faire de temps en temps avec des modèles de Coulomb. Donc, comme vous l'avez vu, on peut raisonner globalement en bonne partie d'un point de vue purement analytique. La seule question un peu plus géométrique qu'il faut savoir se poser, c'est à la limite quel est le sens de la composante tangentielle quand on est en limite de glissement ou quand il y a du glissement. Et donc, il faut comprendre dans quel sens les solides pourraient glisser les uns par rapport aux autres.
Mais après, je pense que c'est intéressant d'essayer de dessiner les choses pour sentir un petit peu ça veut dire quoi le cône de frottement, qu'est-ce qui se passe si je monte sur l'échelle, si je descends de l'échelle, si j'incline plus ou moins l'échelle, etc. Et pour bien cerner cette histoire de cône de frottement et au passage aussi cette histoire de système soumis à 3 glisseurs. Voilà, bon, donc c'est un TD qui est assez simple dans l'énoncé, mais on peut en dire, enfin on pourrait parler des heures et des heures dessus, sur cette échelle. Je vous invite à vous faire vos petits TP à la maison avec des bouquins sur les murs, ou des échelles aussi, vous avez le droit, mais faites attention à ne pas vous faire mal. Et réfléchir à tout ça. On continuera du coup des exercices sur Coulomb lors de la prochaine séance. Donc je vous dis à la prochaine. Bon courage.